Je vais vous proposer de commencer par les questions dans la salle. Si quelqu'un a une question. J'aurais une question en fait justement, et vous avez présenté vos différents parcours et structures. Je voulais savoir si vous aviez une clé, une clé de la réussite, un conseil à donner, si toutefois on souhaitait entreprendre, comment faire pour que ça marche. Vous avez entendu? Une clé, une réussite pour si on souhaite entreprendre, comment ça marche? Quelqu'un veut se lancer? Marie? Non? Hugues? Je suis pas sûr qu'on puisse avoir une clé qui marche dans toutes les situations, mais à partir du moment où ça doit être fait et que ça s'aligne, à partir du moment où on sent que le moment il est juste, il y a juste en fait il faut y croire, quoi. Mais à partir du moment où on y croit, enfin, on déplace des montagnes. En fait, là, je suis en train de faire des trucs que jamais je pensais que c'était possible. Et autour, du coup, il y a une solidarité monstrueuse qui s'est mise en place. Petit exemple, là, j'ai eu l'assurance qui m'a fait c'est assurer un bateau de plus de 40 ans pour aller au-dessus de 60 degrés nord, c'est sympa. D'ailleurs, vous passez un très bon moment avec eux. Et ouais. Du coup, j'avais une expertise qui prouvait que le bateau était en bon état et qu'on n'allait pas tous crever. Et une expertise, c'est valable 3 ans. Et on avait en plus, donc là, la date d'1 an et demi, et puis on avait en plus toutes les factures qui prouvaient. Et ben mercredi, j'ai su qu'il fallait que je sorte le bateau de l'eau en urgence pour faire une expertise, parce qu'il voulait une expertise de bateau à sec de moins de 6 mois. Penduxis fait quand même 33 tonnes, je le mets pas derrière mon camion pour le sortir sur une petite cale. Voilà. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et là, il y a eu juste, je sais pas comment ça s'est passé, mais pour moi, le projet était foutu, parce que pas d'expertise, pas d'assurance, pas de départ, on part dans 25 jours. Et les mecs du port, les grutiers, ont accepté de travailler plus tard, vendredi, pour sortir le bateau après sa journée de RP, que l'association avec Tabarly a accepté, et les banques populaires qui étaient en RP avec ont accepté de rentrer plus tôt pour que le bateau puisse se présenter sous les sangles avec l'expert. Le remettre à l'eau du coup lundi matin à 8h pour qu'il puisse prendre la mer à 10h et repartir. Loger les 10 adhérents de l'assaut qui devaient dormir à bord le dimanche soir. Alors, on en fait quoi? On les a tous recasés sur d'autres bateaux. Les experts qui ont accepté de venir travailler un samedi sont déplacés de La Rochelle aussi pour venir. Ils me font le déplacement gratos, ils me font l'expertise, ils la font payer quand même. Mais il y a eu un truc absolument magique qui s'est mis en place. Et en fait, c'est la même histoire depuis le départ, à partir du moment où j'ai décidé de faire ce projet et sans savoir comment faire. Mais juste, je savais que ça allait bien se passer, et je savais que je devais faire. Et au pire, je me disais, au pire, c'est pas grave, j'aurais passé 6 mois, 1 an et demi, et je me serais déjà éclaté, j'aurais appris plein de trucs. Et j'ai déjà beaucoup de gratitude à chaque jour qui était vécu. Et maintenant, j'arrive à partir, mais en fait, je sais toujours pas comment, en fait. Le seul truc que je sais, c'est que j'y ai toujours cru, en fait. C'est quand ça doit se faire, ça se fait. Je pense que dans tous les trucs. Pas de recette miracle, hein. Une entreprise, c'est plein de choses, plein de petites choses en fait. Ne surtout pas croire qu'une entreprise c'est un joystick, hein. Bâbord, tribord, marche avant, marche arrière, c'est pas ça, hein. L'entreprise c'est une multitude de paramètres. Alors, bon, dans mes favoris, je dis souvent amplitude et fréquence. Amplitude et fréquence, c'est-à-dire que entreprendre, devenir entrepreneur, être chef d'entreprise, c'est la fréquence des changements d'état. C'est-à-dire qu'on peut passer quotidiennement d'une euphorie totale à une déprime tout aussi totale. En tout cas, l'euphorie comme la déprime sont virtuelles, bien sûr, mais voilà, on est à peu près dans le même état. Et amplitude, parce que j'ai parlé d'euphorie, donc c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire, mais j'ai aussi parlé de déprime, c'est le fond du trou, hein. Et donc plusieurs fois par jour, on peut passer du pire au meilleur, donc amplitude et fréquence. Les pilotes d'avions de chasse sont entraînés à prendre du G. Bon, ben voilà, c'est une forme de G, mais il faut vraiment le savoir, c'est pas une sinécure. Une entreprise est une suite ininterrompue de problèmes, et quand il n'y en a plus, il est temps de s'inquiéter. On a en général à peine le temps de se dire je m'inquiète que ça y est, il en arrive d'autres, et il en arrive beaucoup parce que ça vole en escadre, comme disait le président Chirac en d'autres temps, hein. Donc toujours et toujours et toujours des problèmes
Il n'y a qu'une seule chose qui change, c'est la catégorie des problèmes. On peut avoir des problèmes de riches, on peut avoir des problèmes de pauvres. Et les problèmes de riches ne sont pas forcément plus simples à résoudre que les problèmes de pauvres. Je m'explique. On est, nous, aujourd'hui, dans une croissance absolument terrible, parce qu'on a une proposition de valeur qui est très, très, très en phase avec les attentes du marché, parce que globalement, les attentes du marché en matière de transformation numérique de l'économie sont très, très fortes. Et donc, tous les voyants de l'entreprise sont au vert vif. Il y en a un qui jusqu'à peu était au vert pâle et qui est passé à l'orange, c'est bien évidemment le recrutement. Et c'est une maladie de riche. C'est une maladie de riche parce que quelque part on va bien. On n'a jamais été aussi bien et la promesse qu'on aille encore mieux est grande. Oui, mais c'est une maladie. Enfin, c'est un problème et il va falloir le résoudre. Donc, suite ininterrompue de problème. Et puis je rajouterai quelque chose qui vous servira. Une entreprise est un couple indéfectible entre le risque et l'opportunité. Donc il faut toujours prendre des risques pour générer des opportunités, parce que si on ne prend pas de risques, on ne génère pas d'opportunités. Si on ne génère pas d'opportunités, on ne peut plus reprendre de risques. Donc gardez toujours le recul sur le couple risque-opportunité que représente votre entreprise, que constitue votre entreprise, ou les couples risque-opportunité. Quand ils sont mous, quand il y a peu de couples, quand c'est mou, petit risque, petite opportunité. Entreprise bof, ouais, bon, mais entreprise quand même. Alors, j'ouvre une parenthèse, toute entreprise se respecte. Il n'y a pas les petites, il n'y a pas les grandes, il n'y a pas les belles, les pas belles, les noirs et blancs, les couleurs, les celles du passé, les celles du futur. Une entreprise par essence est belle et elle se respecte. Je ferme la parenthèse. Plus gros risque, plus grosse opportunité. Mais tension dans ce couple risque-opportunité qui va nécessiter de s'y coller, de s'y consacrer, avec probablement amplitude et fréquence encore un peu plus grande et rafale de problèmes encore un peu plus conséquentes. Lucidité. Mon encouragement serait à la lucidité. Lucidité. Être toujours lucide de ce que les choses sont et de ce qu'elles ne sont pas. Être très lucide en particulier de ce que sont les problèmes. Ne pas faire de déni. Le déni est un ennemi terrible de l'entreprise. C'est pas toujours agréable de découvrir un problème. C'est pas toujours agréable de se charger de la conscience des problèmes avant de s'endormir le soir, parce qu'on va pas s'endormir justement. On va passer la nuit à pédaler. Mais c'est fondamental. Il faut être lucide des problèmes pour pouvoir les résoudre. Quand on n'en est pas lucide, on ne peut pas les résoudre. Et les problèmes ne se résolvent pas tout seuls. Donc la lucidité, l'acuité que l'on a toujours par rapport aux choses, par rapport à ce que sont les choses fondamentales de l'entreprise, rechercher toujours à connaître les problèmes pour pouvoir ensuite, et souvent collectivement, les résoudre. Si on ne les connaît pas, on ne les résout pas. Voilà, quelques conseils. On a quelques clés. Une autre question ? Pardon. Allez-y. Il y avait... Vous voulez que j'intervienne sur le sujet ? Allez-y. Mais ça synthétisera un peu, je pense, dans le même esprit ce qui vient d'être dit. Pour moi, il y a 2-3 mots qui sont importants. Il y a un premier mot qui est l'écoute. Pour entreprendre, il faut écouter à la fois ce qui se passe autour de soi, mais ça rejoint la lucidité. Être capable de s'écouter soi-même. Savoir qu'à un moment, il faut lâcher prise et faire confiance. Donc je dirais l'écoute. Après, il faut de l'envie. Si vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas l'énergie, vous n'y allez pas. Et du coup, vous ne donnez pas la patate à l'équipe. Et du coup, il n'y a plus personne qui suit. Donc il faut l'envie. Tous les jours, il faut y aller en se disant « j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai envie. Je me lève, j'ai envie. » Si j'ai pas envie tous les matins, de toute façon, ça se ressent dans l'entreprise. Et ça se ressentira, et les clients le ressentiront, et les partenaires le ressentiront, etc. Et puis après, la dernière chose, c'est qu'il faut avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, ça ne sert à rien de partir dans un projet. Vous ne le sentez pas, changez de projet. C'est exactement les mêmes sujets, mais avec des mots différents. Donc avoir confiance en soi, en sa capacité à avoir l'énergie tous les jours de se lever et de se dire j'y vais, et avoir confiance aussi dans
ceux qui nous entourent quand on commence à constituer une équipe, et avoir confiance aussi dans l'avenir de ce qui va se passer derrière. Donc ça rejoint les éléments qui viennent d'être cités, mais avec 3 mots différents. Voilà, l'écoute, l'envie, la confiance. Merci. Il y avait une autre question. Non? Oui. On a beaucoup parlé d'intelligence collective aujourd'hui. Est-ce que vous avez chacun des exemples où cette intelligence collective vous a permis de vous sortir de situations dans lesquelles vous n'auriez pas forcément trouvé les réponses seules? Voilà. Est-ce que vous pourriez nous livrer des exemples? Tous les jours, j'en ai des exemples. Tout seul, on n'est pas grand-chose. À plusieurs, on peut changer le monde. Peut-être parler de ce que vous disiez quand on a parlé d'intelligence collective, que vous avez repris l'entreprise et qu'en fait les 25 salariés où il n'y avait plus de gouvernance ont continué à faire travailler l'entreprise, ont travaillé pour faire perdurer cette entreprise que vous avez Oui, repris. notre rôle à nous, repreneurs, quand on voit que l'entreprise perdure et qu'il y a de l'énergie, c'est pas de faire la révolution, c'est juste de donner confiance aux gens en donnant une direction. Et après, on connaissait pas bien le business, on avait quelques idées, mais donc forcément, la plupart des grandes idées, elles viennent de l'équipe aujourd'hui. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Comment on l'a fait émerger cette intelligence collective? Parce que c'est votre Ouais. rôle de... Alors, nous, on a mis en place quelques rites. C'est peut-être pas le bon mot, mais il y a des moments où on a besoin de se voir ensemble, on a besoin de partager des choses. Donc nous, on a un moment de convivialité le vendredi midi. Enfin, pour le café, il y a toujours une personne dans l'équipe qui fait un gâteau, on partage un gâteau. Et c'est le gâteau de l'un de... Bon, c'est facile dans une petite équipe, je pense que... Bon, à 700, c'est plus dur. Mais à 25, 26, ça marche. Et ça marche bien, et ça permet d'avoir un moment où on parle d'autre chose, et on mange un gâteau de quelqu'un qui a mis de l'énergie à faire son gâteau, c'est génial. Ça, c'est un rite. Il y en a un autre, c'est quand on est arrivé, on a dit on va faire le café du mardi. Le café du mardi, c'est le café où on donne de l'info, et on parle de la vie de l'entreprise. Donc, par exemple, à un café a émergé l'idée que on travaillait sur des voiles, on ne savait pas d'où elles venaient et on ne savait pas de quel bateau et comment s'étaient fait les voiles. Et donc au café suivant, on s'est tous mis autour de la table de découpe, on a sorti les voiles et on a montré ce que c'était qu'une voile qui était taillée de manière latérale, avec des points de tir, qu'elle était plutôt faite comme ça pour être sur une voile d'avant, qu'elle était plutôt faite comme ça pour être sur une grande voile, que les génacs, c'était encore un gros sujet. Que les multicoques naviguaient pas avec les mêmes voiles que les monocoques, etc. Bon, bref. Donc on a un café et en général on a 2 ou 3 thèmes qui sont dans l'actualité de l'entreprise et on partage ce qui se passe. Il y en a un qui part aux États-Unis, qui revient, il nous raconte son voyage et il nous dit ce qu'il a fait. On a un rendez-vous important parce on est partenaire de course au large. Donc on va être partenaire de la Route du Rhum, de la Solitaire du Figaro, on a fait la Nice Ultimède. À chaque fois qu'une équipe part sur un site ou part sur une réunion, elle revient, elle débriefe avec tout le monde. Donc ce café du mardi, en fait, le café du mardi, c'est la réunion de service. Sauf qu'on a fait sauter la réunion de service, on fait un café. Donc ça, c'est des rites. Je pense que les rites, ça peut permettre d'entraîner une équipe vers un projet commun. Puis c'est le moment évidemment où on partage plein de choses parce que on parle d'un projet mais en même temps on parle de nous, on parle de ce qu'on vit, il y en a qui expriment des craintes, il y a des choses qui... On est 25, puis il n'y avait jamais 25 parce que on est toujours tous en déplacement, donc il y a peut-être 15, 20. Voilà, et puis après on a des moments forts, par exemple le 29 juin, on va tous ensemble, on va collecter des déchets sur une plage. Parce que ça fait partie de notre engagement. On est partenaire de Race for Water, qui est un bateau avec des panneaux solaires qui est parti de Lorient, qui fait le tour du monde et qui explique aux gens comment on évite que les plastiques finissent dans l'eau. Nous, on vend des t-shirts et des tote bags au profit de cette fondation. Et concrètement, le 29 juin, on va ramasser nous-mêmes des déchets sur des plages. Et on le fait en équipe. Donc ça c'est aussi, donc je pense qu'il y a des rites, il y a une manière d'être
en entreprise, une manière de faire des réunions, une manière de parler aux gens, une manière de respecter le travail des gens. Et puis après, il y a aussi des moments forts, je pense. Je raconterai deux ou trois anecdotes, mais je rebondis juste sur la deuxième question, qui est comment on suscite finalement cette intelligence collective. Bon, bah, d'ailleurs, d'abord en ayant beaucoup d'intelligence individuelle dans l'entreprise. Donc je rebondis sur cette conviction qui m'est chère, qui est que diversité est vraiment source de richesse. Parce que diversité enrichit le collectif et offre finalement beaucoup plus de perspectives de croisement entre toutes les intelligences individuelles finalement qui sont portées par les hommes et les femmes. Intelligence au sens très large du terme, bien sûr, au sens savoir-faire et savoir-être, au sens non exclusivement intellectuel du mot intelligence. C'est très restrictif de le concevoir comme ça. Donc plus on diversifie le collectif, plus on l'enrichit, plus on offre la perspective de croisement, parce qu'on se rend compte que l'efficacité, elle est souvent dans les croisements. Elle est souvent dans les points d'intersection de la matrice. Elle est souvent ni dans la verticale ni dans l'horizontale, elle est vraiment dans les croisements. Donc dans une entreprise comme la nôtre, de fait, on a beaucoup d'intelligence individuelle. D'abord parce qu'on a beaucoup d'individus, numérairement parlant. Ensuite parce qu'effectivement, ils sont porteurs d'intelligence multiples, parce qu'ils viennent de cursus différents. Ils ont des backgrounds académiques et professionnels très différents. On a des gens qui sont issus d'écoles de commerce et de management, qui sont plutôt des consultants. On a des gens qui sont issus de filières en anthropologie, ethnologie, sociologie, psychologie, dans le design cognitif. On a des gens qui sont issus des beaux-arts, d'écoles de design, dans le design artistique. On a bien sûr des ingénieurs et des gens qui sont issus d'universités techniques. Donc on a des hommes et des femmes, on a des gens d'origine ethnique multiples. Et donc on a le creuset est propice à ce qu'on ait de l'intelligence collective. Après, il faut effectivement, je rebondis sur ce que dit Mathieu, saisir toutes les opportunités de faire que les gens se connaissent autrement que strictement dans ce que leurs tâches quotidiennes les amènent à révéler d'eux. Donc tout ce qui peut être un peu parallèle, tout ce qui peut être un peu autour de la mission, la tâche. On travaille beaucoup en mode projet. 100% de nos activités quasiment sont en mode projet. Donc on assemble des équipes pour répondre aux besoins d'un client, fabriquer une solution. On est toujours en mode projet. Et ça change tout le temps, la composition des projets change tout le temps. Donc de fait, on est dans cette intelligence collective. Je ne veux pas être trop long. Je peux vous donner trois anecdotes. Une anecdote d'intelligence collective dans Niji. Niji, on l'a créé le 12 septembre 2001. Donc, pour l'anecdote, c'est le lendemain du 11. Tout le monde se souvient de ce qui lui est arrivé le 11 septembre 2001. Moi, je recevais sur mon fax l'extrait de cabis du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui me donnait le droit d'exister à partir du lendemain 0 heure. Sauf que j'avais peut-être plus nécessairement complètement envie d'exister. Mais enfin, il était trop tard, on existait déjà. Parce que les Twins venaient s'effondrer sur Manhattan et on avait tous un peu peur de ce qui allait nous arriver. Bon. Fin 2002, on devait être à peu près 20 personnes, 25 personnes probablement dans l'entreprise. Donc on n'avait pas chômé en 14 mois, de passer de 3 à 25 personnes. J'ai vu dès le mois d'octobre que, compte tenu de ce qu'était le délai de règlement de mes clients, d'ailleurs pour la question d'avant, une recommandation, le cash, c'est le nerf de la guerre. Je reviens à la question. J'ai vu dès octobre que probablement je ne saurais pas payer les salaires des 25 personnes en décembre. Je dis c'est pas possible, en faisant le mieux, en tirant toutes les hypothèses les plus optimistes, etc., en allant voir un à un les clients, en leur demandant de faire un petit effort. Ça ne passera pas. Bon, et donc on a réuni ces 25 personnes. À l'époque, on n'était qu'à Rennes et à Paris. On les a réunis toutes très tôt, fin octobre. On leur a dit, écoutez, ce qui serait bien, c'est que pour les fêtes de fin d'année, vous preniez des congés sans solde. Si vous prenez des congés sans solde pour les fêtes de fin d'année, ça passe. Chiche, chiche. Ils ont pris des congés sans solde. Ça a diminué de moitié le poids des salaires chargés à sortir en décembre. Et on n'a jamais plus rencontré aucun problème de ce type ensuite. Il fallait juste le faire, il fallait juste l'engagement
l'intelligence et l'engagement collectif pour le faire. Et il fallait bien évidemment que quelqu'un porte l'idée. Hein. C'était mon rôle. Beaucoup plus tard, si j'ai encore 5 minutes... Vous avez juste la dernière. Beaucoup plus tard, mes deux cofondateurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, se sont trouvés, pour diverses raisons, l'un et l'autre, de façon un peu synchrone, fatigués, au sens de la fatigue, parce que 12 ans, 13 ans à trimer dans la boîte, l'un d'eux s'est mis un peu de côté, volontairement. Il a considéré que son rang, entre guillemets, d'associé qu'il était, lui permettait de se reposer un peu, de regarder un peu les trains passer. Je le connaissais par cœur, parce que je l'ai embauché à sa sortie d'école en 1994, donc autant dire que je l'ai quasiment fabriqué. Donc je sais comment il fonctionne. C'est soit une mule, soit un singe. Quand c'est une mule, pardonnez-moi, on peut lui donner des coups de fourche incandescents dans les parties, il ne bouge pas. Quand c'est un singe, il fait toutes les grimaces qu'on attend de lui. Là, il était juste passé en mode mule, et je n'avais pas la fourche incandescente. Et je ne suis pas cruel au point de lui en donner des coups dans les parties. Et je savais que ça pouvait durer longtemps. Et je savais que probablement moi aussi j'étais un peu fatigué, parce qu'il n'y a pas de raison, je ne suis pas un surhomme. Ce n'est pas parce que je suis chef que je ne suis pas fatigué. Et le deuxième cofondateur, c'est des belles expériences pour ceux d'entre vous qui entreprendront en équipe. Le deuxième cofondateur, du coup, s'est senti des ailes. Il est venu à la rescousse du premier. Solidarité, solidarité, engagement. Il est venu à la rescousse du premier. Il a retroussé les manches. Et il m'a dit, Hugues, là, je prends. Bouge pas, je prends. Je prends, sous-entendu, il n'y avait jamais eu, aux côtés du PDG que je suis, un directeur général délégué ou un directeur des opérations. Il n'y avait jamais eu un vrai numéro 2. Il y avait Hugues et ses deux cofondateurs. Il a pris le flambeau. Il a dit, je fais la course, je fais le sprint vers le poste de numéro 2. Je deviens le numéro 2. Et il a explosé en vol. Il a explosé en vol pour deux raisons. Une raison personnelle, une raison intime, voilà, et une raison, c'est qu'il n'était probablement pas adapté à ce que pouvait signifier la tâche d'être numéro 2 en termes d'exécution. C'était un excellent business developer, mais pas un patron d'exécution. Et là, j'ai dû prendre une décision que je n'ai pas voulu prendre tout seul, que je n'ai pas voulu imposer, et on l'a prise à 3, qui a été de faire venir du sang neuf dans l'entreprise, de faire venir un directeur général délégué de l'extérieur, donc 13 ans après la création de l'entreprise, en 2014, de faire venir un directeur général délégué de l'extérieur, de faire venir le numéro 2 de l'extérieur, pour repartir dans une dynamique de construction et repartir dans le développement d'entreprise. Cette décision, le principe de faire venir un numéro 2 de l'extérieur, on l'a prise à 3. Si ni l'un ni l'autre de mes deux co-associés, l'un étant dans le fossé à regarder les trains passer, l'autre étant en train d'exploser en vol, n'avait été d'accord avec moi, je pense que je ne l'aurais pas prise. Mais elle s'est imposée naturellement. Ils en étaient soulagés. Ils étaient soulagés de la perspective de faire venir du sang neuf pour partager ce formidable jet, là, hein, ces amplitudes et fréquences dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. On va, si vous le voulez bien, remercier nos intervenants très chaleureusement. Merci d'être venus, d'avoir passé du temps sur ce partage d'expérience.